Bonjour à tous. Vous avez déjà eu l'occasion d'apercevoir Emmanuel Dérault, qui est notre consultant avant-vente Sage et qui a le plaisir et l'honneur de nous aider pour l'animation de ce webinaire. Donc nous, au sein du groupe Vfleet, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette session autour de la facturation électronique et des nouveautés V10. Donc effectivement, on fera un focus sur les logiciels de gestion qui est une division de la société du groupe Vfleet en complément donc, de nos autres activités comme la cybersécurité, l'infogérance, les télécoms et la sûreté. Je suis donc accompagnée de Bruno Louis Achille, qui est également notre référent chez Sage, et Carole Barusso, notre responsable consulting au sein du groupe. Je laisse donc maintenant, et moi-même, Juliette Cortel, pardon, pour la partie commerciale au sein du pôle gestion du groupe Vfleet. Je laisse donc la main à Emmanuel pour nous dévoiler les secrets autour de ce grand sujet. Pour le déroulement de cette réunion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager par le chat et nous essaierons, enfin, nous ferons en sorte d'y répondre à la fin ou au fur et à mesure en fonction du sujet avancé. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de faire une présentation concernant la facture électronique. Alors, au niveau de cette facture, on va aborder les termes, les grands termes. L'idée, c'est pas rentrer dans le détail sur la facture électronique, quoi, pour qui et quand. Ensuite, les acteurs aussi également. Il y a un circuit de facturation, donc je vais vous en parler rapidement. Et puis, surtout sur la deuxième partie, c'est voilà, nous, Sage, nous avons travaillé, nous avons développé des solutions justement qui vont vous apporter de la sécurité, de la productivité autour de cette facture électronique. Et je vais vous dévoiler, comme a bien précisé Juliette, justement un outil qu'on vient de sortir pour cette facture électronique. Alors, je précise, il y a des cas particuliers, donc des cas d'usage métier, certains sont toujours à l'étude parce que ce n'est pas encore finalisé, la facture électronique. En tant qu'éditeur, nous, on n'a qu'un rôle d'information. Donc, évidemment, si vous voulez avoir plus de précision, je vous invite à regarder le site des impôts des GFIP, où ici, je vous donne l'URL et je crois que les slides sont remis aussi, transmis après le website. Donc, un lien aussi, la vidéo est enregistrée, donc on pourra le partager sur notre site vfleet.fr. Alors, c'est quoi la facture électronique? Alors, j'entends beaucoup de choses sur la facture électronique. C'est une facture qui est créée au format électronique. Ça paraît peut-être évident, mais elle va contenir des données structurées selon des formats standards. Donc, le FactureX, UBL et C2I. Alors, nous, Sage, on a choisi le FactureX parce que c'est un mélange, en fait, entre un fichier où vous avez les datas et un PDF où on voit la facture, tandis que les deux autres, ce sont des fichiers. C'est une facture qui sera transmise au client via une plateforme. Je reviendrai sur cette notion de plateforme. Mais ce n'est surtout pas une facture papier, un PDF ou une image seule ou un document généré par un logiciel et envoyé par email. Ensuite, avant la facture électronique, donc là, on était sur pas mal de temps. Vous étiez en tant que fournisseur et de l'autre côté client, la préparation, parfois Word, Excel, qui ne pourra plus être fait au niveau de la facture, logiciel, évidemment, l'impression en plusieurs exemplaires, etc. Je vous laisse découvrir cette slide, mais l'idée derrière, c'est que ça soit le fournisseur ou le client, vous deviez gérer à l'administration fiscale, évidemment, par exemple, les données de TVA. Donc, chacun de son côté devait gérer cette gestion de TVA et on passait un temps important. Aujourd'hui, avec la facture électronique, vous pouvez voir qu'il n'y a plus cette gestion ça va être automatisé au niveau de plateformes concernant les données qui vont être envoyées au niveau de l'administration fiscale. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de gagner du temps, de la productivité au travers de cette facture électronique. Les objectifs de la réforme. Alors, attention, je précise, c'est les objectifs du gouvernement.
donc sur le renforcement de la compétitivité des entreprises, hein, grâce à un coût moins important au niveau de la charge administrative. Là, le fait de faciliter les déclarations de TVA. Alors pour l'instant, on va être sur un pré-remplissage, hein, ce n'est pas automatique au niveau, donc ça va venir un jour hein, sur le remplissage, mais pour l'instant, c'est un pré-remplissage. Ensuite, évidemment, je pense que c'est le point le plus important vis-à-vis de l'État, c'est de lutter contre la fraude fiscale, hein, qui représente un montant astronomique, et diminuer hein, l'écart de TVA au moyen de regroupements automatisés. En fait, déjà, on avait au niveau de la partie, je dirais, comptabilité, avec des outils, donc les contrôleurs pouvaient contrôler plusieurs structures rapidement. Avec la facture électronique, avec l'envoi des données à l'administration fiscale, ça va être encore plus important au niveau des contrôles. Il y aura besoin de moins de contrôleurs pour contrôler de plus en plus de structures. Et puis le dernier point, hein, permettre la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises. Donc là, c'est au niveau du favoriser un pilotage hein, des actions du gouvernement en matière de politique économique. Donc là, c'est les 4 principaux objectifs de la réforme. Ensuite, pour qui? Alors, la réforme, elle concerne l'ensemble des entités soumises à la TVA, donc les assujettis. Donc, vous, j'ai souvent des questions, est-ce que les associations rentrent dans le cadre ou pas? Oui, si elles sont assujetties à la TVA. Vous avez des associations qui sont assujetties à la TVA. Est-ce que les auto-entrepreneurs aussi? Oui, ils rentrent également dans le cadre. Et puis, vous avez les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, et quelle que soit leur forme juridique. Et puis, vous avez des entités publiques hein, lorsqu'elles sont assujetties. Donc ça, c'est un point important. Hein, il y a beaucoup de questions. Il faut déjà réfléchir sur est-ce que ces entités sont soumises à la TVA. Alors maintenant, je viens sur la partie calendrier. Alors, je pense que vous avez dû entendre la radio, regarder la télé. En fin juillet, en fait, il y a eu une annonce du gouvernement qui indiquait qu'il y aurait un report au niveau du dispositif de la facture électronique. Donc là, ici, le calendrier que vous voyez, c'est celui qui était avant ce report. Aujourd'hui, on a le gouvernement hein, qui s'est réuni avec les impôts, justement concernant le déploiement de cette réforme. Et donc, on a une confirmation que c'est bien retardé et on attend en fait aujourd'hui la date de la mise en application. On sait a priori que si vous voyez ce calendrier de juillet 2024 jusqu'à janvier 2026, c'est 18 mois. On sait que le gouvernement va vouloir raccourcir ce délai. Et ensuite, on attend la date de juillet 2024. C'était la date avant. Et là, on attend une confirmation concernant la nouvelle date. Par contre, la logique restera la même. C'est-à-dire qu'en juillet 2024, tout ce qui est réception devra être fait, peu importe en fait l'effectif de l'entreprise. Que vous soyez une grande, un ETI ou TPE, PME, vous devez en juillet 2024 être à capacité au niveau de la réception. Et ensuite, donc, le gouvernement a étalé l'émission. Donc l'émission, elle est pour les grandes entreprises en janvier 2025. Et vous pouvez voir aussi pour tout ce qui est TPE et PME, ça va être du janvier 2026. Donc ça, c'était avant la réforme. Donc là, on attend incessamment sous peu. Je pense que on communiquera sur cette partie-là dès qu'on aura des précisions au niveau de ce décalage. Ce qui est important de vous dire, c'est que au niveau, en fait, il y a beaucoup d'acteurs hein, qui sont présents sur cette facture électronique, et notamment, voilà, il y a des retards. Je ne sais pas si vous avez entendu, je ne vais pas faire de la délation hein, parce que je n'ai rien contre le Capgemini, mais voilà, Capgemini est dans le projet et Capgemini sont un peu en retard, notamment sur le portail public. Et donc, du coup, c'est ce point, je pense, qui pose souci. Alors, pour gérer la facture électronique, il faut que vous ayez connaissance de différents termes, et notamment le terme e-invoicing et e-reporting. Alors, le e-invoicing, c'est
la facture électronique, c'est-à-dire l'émission et la réception des factures électroniques via une plateforme de dématérialisation. On va voir qu'on aura plusieurs plateformes et en fait, elle va concerner les B2G. Donc ça, c'est J, c'est tout ce qui est secteur public et B, c'est les entreprises. Donc quand vous avez les entreprises qui bossent avec le secteur public et ensuite, vous avez les entreprises entre elles, donc B2B. Donc là, on va être concerné par le e-invoicing et ensuite le e-reporting, c'est un complément du e-invoicing, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas traité par le e-invoicing va être traité par le e-reporting. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, en fait, peut-être, vous travaillez avec des particuliers, le B2C, où là, c'est les particuliers, où on va devoir gérer du e-reporting au niveau France, vous le voyez, mais aussi également au niveau international. Et vous avez les entreprises, si vous bossez avec des entreprises à l'international aussi, où vous devez gérer le e-reporting. Et un point également important, c'est au niveau des données relatives à l'encaissement de prestations de services, où là, vous avez évidemment cette gestion de e-reporting. En fonction, si vous êtes à l'encaissement ou au régime des débits, attention, vigilance. Au niveau des acteurs, donc là, vous avez dû entendre parler du PPF, du PDP et de l'OD. Alors juste, c'est une rapide définition. Donc le portail public de facturation, qu'on appelle le PPF, donc j'en parlais en introduction, c'est là où on a un retard vis-à-vis du gouvernement aujourd'hui. Donc ce qui est important de vous dire, je pense que si je parle de Chorus Pro, ça doit parler à plusieurs personnes ici présentes. Donc, c'était à peu près 800 000, je crois, factures. Là, on va passer à 4 millions. Donc, 4 millions, c'est quand même énorme. Enfin, 4 millions d'acteurs, pardon, excusez-moi, d'entreprises, pas de factures, évidemment. L'opérateur public va offrir des services d'échange de factures gratuits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un service qui est gratuit, d'accord? Et qui va concerner donc les données de facturation du e-reporting pour l'administration, c'est-à-dire envoyer les données de TVA notamment pour l'administration. Ensuite, vous avez le choix entre soit le PPF ou soit un PDP, c'est-à-dire une plateforme de dématérialisation partenaire. Donc là, c'est une plateforme privée, un service qui va assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme. Je m'explique, ça va assurer tout ce que va gérer le PPF, mais en plus, il y aura des services supplémentaires. Pour information, nous, aujourd'hui, si vous entendez des acteurs qui disent on est PDP, c'est faux. Personne n'est PDP à l'heure actuelle. En fait, on postule pour être PDP, et ça, on le saura un peu plus tard si on est admis. En tant qu'éditeur Sedge, évidemment, on postule, on a posé le dossier pour être PDP. On est en attente justement d'une réponse favorable au niveau de cette plateforme privée. Et ensuite, vous avez les opérateurs de dématérialisation qu'on appelle OD. En gros, simplifié, mettons la gestion commerciale, l'outil Sedge, c'est justement un opérateur de dématérialisation. Une fois que j'ai indiqué les facteurs, maintenant le circuit de validation. Alors, là, c'est ce qu'on appelle le schéma en Y. J'ai essayé d'être simple. On va prendre une entreprise qui échange une entreprise C avec une entreprise D. Alors, grâce à son OD, donc peut-être la Gestcom, etc., elle va interroger l'annuaire qui est détenu ici par le PPF. Ensuite, elle va aller déposer sa facture. Les données seront transmises en automatique à l'administration fiscale. Ce que je vous disais en introduction, automatiquement, les données à l'administration fiscale. Ensuite, l'entreprise D, elle va interroger au travers de son OD, en fait, le PPF pour savoir si une facture est disponible et va la récupérer. Donc ça, c'est le premier cas où il passe par un PPF. Ensuite, on a une entreprise A qui échange avec une entreprise B. Donc l'entreprise A choisi les services plus d'un PPF, mais d'un PDP. Alors pourquoi? Parce que, imaginez, elle doit adresser ses factures sous un autre format que ceux du socle de base, en EDI par exemple, car elle travaille avec la grande distribution. Donc là, le PDP va lui offrir ce service que ne va pas lui offrir le PPF. Donc là, c'est un service supplémentaire.
Donc, elle va donc transmettre ces données à son PDP. Celui-ci va interroger l'annuaire du PPF et va lui indiquer que l'entreprise B utilise elle aussi un PDP. Alors le PDP, il peut être différent, d'accord, ou ça peut être la même que l'entreprise émettrice. Ensuite, le PDP1 enverra donc la facture au format initial au PDP2. Et en parallèle, elle enverra également au PPF la facture dans l'un des trois formats des trois formats acceptés, c'est-à-dire en introduction, hein, vous vous souvenez, vous aviez la facture X, l'UBL ou C2I. Les données seront transmises en automatique à l'administration fiscale. Maintenant, prenons le cas d'une entreprise B, prenons l'exemple de l'entreprise A qui échange avec l'entreprise B. Donc là, l'entreprise A a choisi les services d'un PDP. Celle-ci va interroger donc l'annuaire du PPF pour connaître le routage, puis mettra à la disposition sa facture sur le PPF. Les données seront transmises en automatique à l'administration fiscale. L'entreprise D va interroger donc au travers de son ED le PPF pour savoir si une facture est disponible et va la récupérer. Et puis pour finir, prenons l'exemple d'une entreprise C qui échange avec une entreprise B. Donc elle va interroger l'annuaire du PPF pour connaître le routage, puis mettre à disposition sa facture sur le PPF. Les données seront transmises en automatique à l'administration fiscale. L'entreprise B utilise de son côté un PDP et c'est celui-ci qui va être récupéré, la facture sur le PPF et va lui mettre à disposition pour récupération. Donc voilà, je vous ai à peu près indiqué tous les cas. C'est ce qu'on appelle le schéma en Y. Si vous voulez avoir plus de précision, je vous invite à aller sur le site du gouvernement hein, qui détaille justement ce schéma en Y. Alors, il faut également aborder la gestion du cycle de vie au niveau des factures. Donc aujourd'hui, on a quatre statuts obligatoires. Donc, vous allez le déposer, le rejeter, le refuser et l'encaisser. Et puis, vous avez 10 statuts recommandés. Hein, je vous laisserai sur cette slide lire les différents statuts. Ce qui est important, c'est que tout en haut de cette slide, on a indiqué les logiciels Sedge concernés. Donc, Sedge 100, hein, gestion commerciale, ou pour ceux qui ont la partie bâtiment avec Batigest Connect, où là, on va avoir le statut, un des statuts obligatoires déposés, avec les statuts recommandés, hein, émis à la plateforme, reçus et mis à disposition. Ensuite, vous allez avoir notre outil Sedge Automatisation Comptable, ACS qu'on appelle, la gestion commerciale et la comptabilité pour la notion de réception avec le statut rejeté. Et après, vous aurez au niveau de la validation, etc., avec des statuts recommandés, incomplétés, suspendus en litige, approuvés, etc. Et puis, au niveau du paiement, donc là, ça va être la partie Sedge 100 comptabilité. Et puis, je pense que certains d'entre vous ont notre outil moyen de paiement, où là, on va voir les statuts obligatoires encaissés et refusés. Les bénéfices donc, de cette facture, donc, on est sur un gain de productivité, moins d'erreurs aussi, de tâches administratives, la réduction des coûts et de traitement au niveau des délais de paiement. Alors, pourquoi on parle de réduction hein, ce n'est pas la facture électronique qui va réduire, mais vous savez, parfois on peut avoir des mauvaises foi en disant je n'ai jamais reçu, etc. Donc là, on aura une traçabilité, on saura très bien si le tiers a reçu la facture. Et puis évidemment, du coup, une amélioration de la trésorerie. Et puis au niveau sécurité, donc une connexion à votre plateforme que vous choisissez, soit PPF ou PDP, d'accord. Le donner des fichiers fiables grâce au fichier XML, donc ça, c'est le fichier qui est présent en fait dans le format FactureX, où en fait on va aller interroger toutes les datas contenues dans ce fichier XML. Ensuite, le suivi et le partage des informations avec les clients et les tiers, hein, fournisseurs et clients. Et puis, évidemment, une mise à jour
et connaissance en temps réel des statuts de la facture. Évidemment, le gouvernement, quand il a introduit la facture électronique, il a pensé aux amendes, hein, et un flux invoicing, amende de 15 € par facture plafonnée à 15 000 par année civile. Et sur le flux e-reporting, c'est un peu plus cher, hein, c'est 250 € par transmission non réalisée et toujours plafonné à 15 000 € par année civile. Alors, deuxième partie, comment on va vous accompagner dans cette gestion de facture électronique? Alors, on a mis à votre disposition un assistant de mise en conformité qui s'appelle Data Clean and Control. Cet assistant, en fait, 3 étapes. La première, donc on vient de le sortir, donc en avant-première, vous avez, je vais vous le montrer, il est sorti il y a 2-3 jours. Le 15, oui, alors je ne sais plus c'est combien. C'était vendredi, d'accord. Le temps passe si vite. Donc là, on est sur une première, donc on parle de confiance, c'est vraiment aller vérifier vos paramètres société et vos paramètres tiers. Vous savez, dans la facture électronique, vous avez des champs obligatoires. Donc au niveau de vos tiers, il va falloir vérifier. Donc on vous a mis à disposition un outil qui va vous permettre de lister toutes les incohérences. Et une fois que les incohérences sont trouvées, vous cliquez sur l'incohérence pour aller corriger cette incohérence. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous allez avoir une deuxième étape qu'on va nommer productivité et qui va surtout gérer l'automatisation comptable. Je précise, un mot important, c'est-à-dire qu'on va être capable de gérer les écritures comptables d'en-tête et de pied de page. C'est des mots importants parce que si vous voulez avoir une comptabilisation à la ligne, je vais vous en parler après, ça sera un autre outil qui vous permettra de gérer une comptabilisation à la ligne. Et ensuite, troisième phase, c'est l'extension possible à toute PDP, d'accord? Donc là, c'est l'ouverture. Ça sera une phase qui sera secondaire et en plus en fonction du décalage. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on sortira ce point-là. Donc notez, premier point, c'est vraiment tracer tous vos tiers, vos paramètres société pour savoir s'il y a des incohérences et pour ne pas être bloqué au niveau de la facture électronique. Donc vous êtes dans une phase d'anticipation. Donc nettoyez votre base de tiers grâce à cet outil. Alors pourquoi bien paramétrer sa société? Le premier point, c'est de transmettre les bonnes informations dans la facture électronique. La société, l'acheteur, par exemple, le type de transaction, le type de TVA, la provenance, les règles de taxation. Et puis, identifier le flux à transmettre au PPF en fonction de l'acheteur, de la localisation aussi, de son assujettissement. Alors, un point, j'en profite avant d'oublier de vous en parler. Aujourd'hui, vous avez dans le public présent sûrement des sociétés qui sont aux encaissements. Donc, attention, hein, parce qu'au niveau des encaissements, il y a la facture électronique. Vous aurez des nouvelles méthodologies pour pouvoir gérer l'encaissement dans votre outil de comptabilité. Mais votre partenaire informatique viendra au moment de la mise en place des V10 hein, qui sont sortis vendredi, vous expliquer tout ça justement sur les différents changements. Donc pour résumer au niveau de l'outil de mise en conformité, donc un contrôle des données obligatoires, vous êtes sécurisé grâce à cet outil. Vous allez checker tous vos données, qu'elles soient au niveau société, qu'elles soient au niveau de vos tiers, pour qu'il n'y ait aucun rejet au niveau de la facture électronique. Vous fiabilisez la nature des flux et les cas métiers associés. Vous allez surfer sur la partie sécurité hein, au niveau de la facturation émise reçue. Et puis, évidemment, vous allez, au travers de cet outil, gérer des corrections correctives. Donc cet outil, vous allez l'utiliser au moment de la mise en place de la facture, évidemment, mais pas que. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez des outils, par exemple, vous allez créer des tiers avec un autre outil que Sage. Donc après chaque importation ou création des fiches tiers, paramètres pour assurer le transfert des flux, vous allez utiliser cet outil. Et puis, vous avez également
une évolution au niveau de la législation. Aujourd'hui, je vous ai dit en introduction que la facture électronique, ce n'était pas figé, hein. Il y avait encore des cas qui n'étaient pas traités. Donc, grâce à cet outil de mise en conformité, vous allez pouvoir, quand il y aura des évolutions au niveau de la législation et notamment au niveau des contrôles, peut-être avec des champs supplémentaires, j'en sais rien, vous aurez justement cet outil qui va vous permettre, parce qu'on va le faire évoluer en fonction des changements de législation. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous le montrer en direct. J'avais préparé une vidéo, mais on m'a dit oui, il faut le montrer en direct. Alors, je vais le montrer en direct. Alors, là, vous reconnaissez, je pense, hein, je suis sur une gestion commerciale, mais c'est également présent sur la partie comptabilité. Ici, au niveau des structures, vous voyez, j'ai mes clients, mes fournisseurs. Et surtout, le point nouveau, c'est qu'ici, vous avez l'assistant de mise en conformité. Donc là, il suffit de cliquer dessus. Et là, en fait, on vous explique comment vous préparez la facture électronique, c'est quoi, êtes-vous prêt pour la facture électronique, les prérequis et l'analyse. Donc là, il suffit juste de pouvoir cliquer sur suivant pour pouvoir ici, vous notez que vous avez deux contrôles, le contrôle du paramétrage des tables, deux paramètres société, et vous avez le contrôle de cohérence des comptes tiers actifs. Vous avez la possibilité de cocher les deux. Vous avez la possibilité de pouvoir filtrer soit uniquement au niveau des clients ou des fournisseurs ou de tel compte tiers à tel compte tiers. Une fois que vous avez géré vos filtres, que vous avez indiqué ce que vous souhaitez faire, là, il va aller checker. Donc là, vous voyez, il y a deux fenêtres. Il y a une première fenêtre avec la facture électronique et une deuxième avec ici les paramètres à compléter. Alors, on va aller sur les paramètres société. Donc là, au niveau des paramètres société, vous pouvez observer qu'il m'a listé ici les incohérences. Vous avez des couleurs ici. Au niveau des couleurs, vous voyez, c'est le statut de la facture électronique. On a des couleurs orange et des couleurs rouges. Alors exprès, hein, pour la démonstration, j'ai mis une couleur rouge sur le ciré de la société et obligatoire pour une entreprise en France assujettie à la TVA. Donc j'avais supprimé dans mon dossier, évidemment, cette gestion de ciré. Et donc là, du coup, il me met en statut FE rouge, où là, il m'indique, attention, si vous ne le corrigez pas, vous allez avoir un problème, hein, bloqué au niveau de la facture électronique. Donc, je double-clique sur cette incohérence. Et là, ici, en fait, j'ai juste à, je l'avais copié, hein, j'ai juste à le renseigner ici au niveau du ciré. Donc là, j'ai le copié. Et je clique sur OK. Et là, qu'est-ce que vous pouvez observer? Là, maintenant, il est passé en statut vert, il n'y a plus d'incohérence. Ensuite, en dessous, on a des couleurs orange. Alors, ce n'est pas rouge. On vous indique, par exemple, que le code EDI du mode de règlement doit être enseigné si utilisé. Donc là, le logiciel, il ne sait pas si vous l'utilisez, mais vous dit, attention, si vous utilisez, par exemple, tel mode de règlement, il faut impérativement mettre le code EDI. La banque est obligatoire en cas de paiement par virement, etc. Donc là, toujours le même principe, on clique dessus, on va ici sélectionner le code, mettons ces virements ici, vous voyez, et là, il faut que j'indique dans le champ code EDI, justement, la valeur manquante, si évidemment, j'utilise les virements. Donc là, c'est une checklist des incohérences au niveau de vos paramètres société. Ensuite, vous avez au niveau des paramètres tiers. Donc là, je ferme cette première fenêtre. Et là, j'ai la deuxième fenêtre concernant les tiers à compléter. Donc là, vous pouvez voir au niveau des tiers, j'ai ici des erreurs comme quoi le ciré est obligatoire, le PE tiers est obligatoire, l'identifiant TVA est également obligatoire. En rouge, donc statut bloquant, d'accord. Et ici, comme au niveau des paramètres société, il suffit de cliquer sur le tiers et d'aller ici indiquer le point manquant. Alors, ce que je vous propose, c'est ici, je vais prendre le roi soleil, antiquité, il est sur Versailles. Au niveau de Versailles, en fait, ici, vous pouvez voir, hein, il manque le ciré, il manque l'identifiant TVA. Au niveau de cette gestion-là, en fait, on a réactivé également l'API Sirène et l'API Vie. Alors, je m'explique. L'API Sirène, c'est une API,
fait, c'est le gouvernement l'avait mis en place il y a quelques années. Le gouvernement l'a fermé. Là, avec la facture électronique, il l'a réouvert et ça va permettre d'aller récupérer les sirènes. Et l'API Vie, ça va permettre de récupérer l'identifiant TVA. Donc, pour pouvoir le gérer, en fait, ici, vous voyez, donc je vais spécifier, par exemple, là, ici, j'ai Versailles, le Roi Soleil, et j'ai cliqué sur le petit i qui se trouve ici au niveau de l'intitulé. Donc là, en fait, il va faire appel à l'API Vie et il va me proposer, en fonction des fils que j'ai indiqués, les sociétés correspondantes. Et là, vous voyez, il a été interrogé, et là, il en a trouvé une à Versailles, d'accord? Il suffit juste de cocher et de cliquer sur OK. Donc là, vous pouvez observer qu'il m'a bien ici retrouvé le numéro de siret. Et là, au niveau de l'identifiant TVA, il suffit de cliquer sur le petit symbole, d'accord? Et là, vous voyez, il a récupéré l'identifiant TVA, ce numéro de TVA est valide, etc. Et je souhaite mettre à jour, je clique sur oui. Vous voyez, c'est des informations donc avec les numéros de siret, etc. Avec l'identifiant TVA, le code NAF. Donc ça, c'est grâce à l'API siret et à l'API Vie qu'on va pouvoir récupérer. Ensuite, vous allez pouvoir gérer, par exemple, des identifiants TVA en rafale. Au niveau des sirets, c'est société par société. Donc, checkez bien au niveau de vos tiers. Grâce à cet outil, va vous sortir toutes les incohérences avec les sirets qui manquent, les identifiants TVA, les codes NAF, etc. Des champs obligatoires, évidemment, pour la facture électronique. Et donc, grâce à l'outil Data Clean and Control et à l'API Vie et Siret, vous allez pouvoir récupérer ces champs-là. Ensuite, ce qui est important de vous dire aussi, c'est que vous allez avoir des nouveaux usages. C'est dur à dire tout le matin avec les les évolutions. Je m'explique. Ici, en fait, imaginez, j'ai un tiers à créer. Donc aujourd'hui, au niveau de vos tiers, vous allez aller cliquer sur Nouveau, donc c'est ce qu'on va faire, et là, vous allez renseigner les champs. Sauf que là, grâce à l'API Sirène et à l'API Vie, on va pouvoir récupérer les informations directement. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, allez, je vais me placer en tant que Sedge. Donc là, je vais mettre l'intitulé Sedge, d'accord. Ensuite, alors, il y en a beaucoup, donc je vais juste mettre la Garenne-Colombe, par exemple. C'est notre siège social. Pour filtrer au niveau de la ville. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai juste mis l'intitulé la ville, je clique sur le petit i, lui il va aller interroger, là vous voyez, il va ici me fournir la liste ici des différentes en fonction des fils que j'ai fait. Donc là, nous, on est 10 places de Belgique, donc je sélectionne la première et je clique sur OK. Et moralité de l'histoire, c'est que vous voyez, je n'ai pas mis l'adresse, le code postal, etc. Et il m'a évidemment renseigné le siret, le code NAF, et ensuite, j'ai cliqué sur l'identifiant TVA pour qu'il me calcule l'identifiant TVA. Donc là, vous voyez, au niveau de la création des tiers, je vous invite à avoir des nouveaux usages sur cette création. Et si aujourd'hui, vous les créez manuellement, là, grâce justement à ces API, vous allez pouvoir les faire d'une manière automatique. J'ai terminé sur cette présentation de Data Clean and Control. Ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, souvenez-vous, quand je vous ai parlé de Data Clean and Control, je vous ai dit qu'on aurait plusieurs phases, et notamment une phase d'automatisation avec la possibilité de comptabiliser en tête et pied de page. Et si vous voulez avoir à la ligne une comptabilisation, dans ce cas-là, nous avons un outil qui s'appelle Sedge Automatisation Comptable, ACS. Donc cet outil, en fait, il a plusieurs atouts, beaucoup d'atouts. Le premier, c'est de pouvoir centraliser des achats unifiés dans une même plateforme qui est ACS. Donc les demandes d'achat, les factures comptables, les rapprochements des documents avec la gestion commerciale ou tierce, dans une seule et unique interface. Ensuite, c'est une plateforme multicanal, c'est-à-dire que vous allez peut-être recevoir évidemment facture X, mais vous aurez aussi du PDF, des documents scannés, mails ou factures électroniques. Et là, ça va être uniquement
en un point central. Donc, vous aurez tout au même endroit. Ensuite, si vous voulez mettre en place des workflows de validation internes, d'accord, au niveau de votre structure, là, vous avez ACS, Sage Automatisation Comptable, qui va vous permettre de gérer, de répondre à ce besoin-là. Et l'avant-dernier point, l'imputation comptable automatique sur les données de pied et détail des lignes de facture. Donc, quand je parle de l'imputation comptable automatique, c'est aussi bien la compta générale que la comptabilité analytique. Imaginez, vous avez plusieurs agences, vous voulez qu'ils vous fassent une imputation en fonction des agences. Le logiciel va être capable de vous gérer en automatique les écritures. On va aller même plus loin. Je ne veux pas vous faire peur, mais aujourd'hui, le changement du poste comptable, en fait, vous êtes plutôt en mode analyse. Ce logiciel, il va être capable de, vous ouvrez même pas la facture. Il va vous comptabiliser directement. Lui, il va aller récupérer sur la plateforme, il vous comptabilise la facture en automatique. Vous n'avez même pas à ouvrir votre facture. Par contre, plus tard, on a prévu chez Sage aussi des outils d'intelligence artificielle. Vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle. Là, on va vous mettre à disposition des outils qui vont vous permettre de gérer des incohérences. Donc, vous, en tant que comptable de l'entreprise, vous ne serez plus en mode saisie des écritures, mais plutôt avec des outils qui vont gérer des incohérences en disant, attention, il y a une incohérence à ce niveau-là, etc. Et là, vous viendrez checker, modifier ces incohérences. Et puis, évidemment, cette automatisation comptable, le dernier point, c'est au niveau d'un archivage centralisé. Alors, le portail public, c'est conservé pendant 10 ans au niveau de la facture. Mais là, l'idée, on est sur un esprit jet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver facilement les factures parce qu'elles sont évidemment archivées dans l'outil. Alors, là, je vous ai mis une copie d'écran, vous voyez, c'est la page de ACS, où là, on va retrouver en fait en fonction des symboles, si c'est un PDF, si c'est une facture X, etc. Et vous pouvez voir automatiquement, en fait, quand il a récupéré, alors pour l'instant, les plateformes, on ne peut pas récupérer, mais demain, il va automatiquement mettre les différents comptes. Donc là, excusez-moi, c'est un peu petit, mais ici, il y a deux comptes comptables. Il y a un compte à TVA à 20% et un autre à taux réduit. Et comment j'ai fait pour pouvoir automatiser ce point-là? En fait, j'ai mis en place, et ça, c'est grâce à la facture X, où je vous ai dit, vous avez un PDF où on peut regarder, vous avez le data qui est derrière. Et on a mis en place ce qu'on appelle des règles. Et au niveau des comptes de charge, par exemple, j'ai défini une règle sur les articles où j'ai indiqué ici que je voulais impérativement qu'ils mettent le compte 601-020, par exemple, achat de matière, parce que, vous voyez, au niveau de ma facture, j'ai ici défini le nom de l'article qui contient les nougats. Et là, ici, j'ai acheté 20 quantités de nougats, mais il y a un taux à 20%. Par contre, les autres, vous voyez, 601,005, c'est des taux réduits. Et là, je lui ai dit que ça contenait biscuits et huile. Et si vous observez bien sur cette copie d'écran, ici, j'ai la saisie analytique dans la même logique que la saisie comptable, qui va me permettre justement de pouvoir, en fonction d'agence ou etc., de pouvoir gérer en automatique cette partie analytique. Donc, conclusion, cet outil, vous n'ouvrez même plus la facture, il va automatiquement gérer les écritures et en plus, il peut automatiquement les envoyer dans la comptabilité, dans votre logiciel de comptabilité. Alors, en synthèse, les bénéfices de la facture électronique, donc gain de production, on l'a vu tout à l'heure, avec moins d'erreurs, réduction des coûts, l'amélioration de la trésorerie, la fiabilisation et les traitements automatisés avec la collecte automatique des factures fournisseurs, 7G100, gestion commerciale et ACS, n'oubliez pas. Une reconnaissance à 100% pour l'imputation comptable sans saisie, je suis dans cette partie-là, parce que les deux autres, je les avais déjà abordés. La plateforme multicanal, d'accord, et le traitement automatique en gestion commerciale. Donc là, les mots-clés, l'anticipation. Donc ça, c'est un point important. Vous avez, je ne sais pas combien de tiers au niveau de votre base. Je vous invite évidemment d'anticiper cette gestion de facture électronique et déjà de pouvoir nettoyer
et que votre base de tiers ou vos paramètres société soient conformes pour qu'il n'y ait aucun blocage avec cette facture électronique. Être accompagné, évidemment, votre partenaire informatique vous accompagne dans cette mise en place au niveau des factures électroniques. La facture électronique, elle commence avec la version V10 qu'on vient de sortir. Donc, il faut obligatoirement avoir cette version V10 parce qu'on a rajouté les champs qui sont obligatoires pour notamment la facture électronique. Et puis, évidemment, la notion de conduire le changement. Donc, votre partenaire informatique va vous présenter, au moment de leur intervention, justement, les différents changements liés à la facture électronique. Alors, il est 44, 3/4 d'heure, donc je pense que je suis parfait dans le timing. On laisse des questions-réponses. Petite conversation, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra avec plaisir. J'ai essayé de, juste le temps que vous posiez les questions, j'ai simplifié les termes de la facture électronique. On était vraiment sur les termes à retenir. Après, vous voulez plus de détails, allez dans le site au niveau des impôts. Et surtout, je voulais axer quand même la présentation aussi sur les outils. Nous, Sedge, en tant qu'éditeur, on développe des outils pour justement vous apporter une réponse productivité et une réponse sécurité au niveau de cette gestion de facture électronique. Ça peut être anxiogène. Là, je pense que j'ai beaucoup de services financiers peut-être, ou peut-être pas forcément au niveau de la paye, mais si je veux faire une comparaison, quand il y a eu l'avènement de la DSN, où nous, on a mis en place en fait des outils pour la DSN pour vous, avec des outils de contrôle en amont, etc., parce qu'il y avait une notion stress, parce qu'on avait peur que la DSN, elle était rejetée. On est dans la même logique au niveau de la facture électronique. Et en tant qu'éditeur, évidemment, on vous apporte des outils de contrôle pour que vous soyez sécurisés et que vous ne soyez surtout pas anxiogène face à cette facture électronique. Si c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas à lever la main. Je peux éventuellement activer votre micro si vous préférez poser la question de vive voix. Il n'y a pas de... C'est aussi possible. Alors, pendant que... Il y a peut-être une question, non? Non, ça n'a pas l'air. Alors, soit j'ai été très clair ou soit carrément le contraire. Non, mais après, je pense que tout le monde a besoin aussi de digérer un petit peu toutes ces informations-là. Pardon. Oui, non, vas-y, Juliette, je voulais juste... vas-y, je t'en prie. Comme tu l'as précisé, de toute manière, nous, on aura des actions proactives sur ces sujets envers vous. Donc, on reviendra avec des solutions complètes pour commencer à démarrer cette conduite du changement. Vous accompagner aussi dans cette démarche. Vous montrer tous les outils à disposition, donc en lien bien évidemment avec la V10, parce que tout ce qui a été cité est associé à cette nouvelle version. Pour nous, voilà, l'un, vous l'aurez compris, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, effectivement, on pourra, si c'est plus facile aussi pour vous, échanger lors de rendez-vous ou d'échanges téléphoniques, voilà, sur tous ces sujets un petit peu plus peut-être personnalisés à votre structure. Alors, je vous ai montré ici, parce que j'avais montré une copie d'écran, donc là, j'ai ouvert le logiciel. Vous voyez, automatiquement, il m'a géré les comptes ici. Si je clique pour que vous puissiez voir le détail, en fait, on va retrouver ici la facture X. Donc là, c'est un format PDF, d'accord. Et ici, j'ai la possibilité, ce qu'on appelle le mapping de la facture électronique, de pouvoir créer des règles. Là, j'ai focalisé sur la partie comptable. Et là, au niveau du compte général, vous voyez, ici, je l'ai retrouvé. J'ai dit que le nom de l'article contient Nougat. Et donc, dans ce cas-là, il va m'indiquer ce nom, ce compte comptable. Et également, ici, s'il contient huile d'olive et biscuits, il va ici me l'associer au compte achat réduit.
Et évidemment, il y a la partie saisie analytique. Donc, vous allez pouvoir mettre en place différentes règles. Et si vous avez un besoin de gérer en détail l'écriture comptable, forcément ACS répondra à ce besoin-là. Il y a une question, mais Carole t'a répondu, j'ai vu par écrit. Sinon, donc, comment cela va-t-il se passer pour les entreprises non assujetties à la TVA, mais qui émettent des factures à des assujettis et à des non assujettis? Eux, ils sont pas à la TVA, c'est ça? Alors, pour les entreprises non assujetties à la TVA, mais qui émettent des factures à des assujettis et à des non assujettis. Mais s'ils ne sont pas assujettis, ils ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique. Hein. D'accord, mais il n'y a pas une obligation d'émettre un support pour les gens qui seraient assujettis avec qui ils travaillent? Ah bah après, oui, oui, il y aura une obligation, mais après, je reviendrai, il faut que je vois ce point-là. D'accord. C'est un cas particulier. Bon, on reviendra vers vous hein, sur ce point-là. Je note, sais qu'avec je note votre nom, prénom et on et reviendra. de l'autre côté, ils sont assujettis ou non assujettis, c'est ça? Ouais. Alors, normalement, il n'y a que les assujettis qui sont liés à la facture électronique. Après, s'il n'est pas assujetti, à voir. Dans l'émission de la facture électronique, il y a e-reporting. C'est ça. Le e-reporting sera pour les données de TVA notamment. Il y aura cette notion de e-reporting, vous savez, en introduction, quand je vous ai parlé du invoicing et du e-reporting. Donc, il y aura cette partie à l'administration fiscale concernant le e-reporting. autre question, donc sera-t-il possible de gérer les escomptes qui apparaissent sur les factures? Pour l'instant, c'est en cours, si vous voulez. Je vous ai dit que la gestion de la facture électronique, ce n'était pas terminé. Il y avait des cas particuliers, des gestions d'acompte aujourd'hui aussi qui sont encore en pourparlers, etc. Donc tout ça, on l'espère, va arriver sous peu. De toute façon, comme cela avait été déjà défini, effectivement, toute cette transition va évoluer jusqu'au bout. Il y aura des mises à jour, des nouvelles versions, des évolutions de tous les produits gestion commerciale ou comptable qui permettront de répondre à tous les sujets. Il y a un report, absolument, il y a un report de la facture électronique. Alors, c'est surtout au niveau du PPF, mais pas que. Il y a aussi plein de cas qui n'ont pas encore été gérés par le gouvernement, d'où notamment ce report. Alors ensuite, l'outil de mise à jour des fichiers clients est-il également disponible dans le CRM ou uniquement en GESCO? Non, gestion commerciale et comptabilité. Sur nos deux outils, gestion commerciale et comptabilité. Évidemment, il faut être en V10. Oui. Parce que l'outil Data Clean and Control ne peut être installé qu'en V10. Comme les API sont... Alors, les API, on les a en V10 aussi, également. Voilà. Bon, il semblerait qu'on ait fait un petit tour. Je me répète, de toute façon, mes collaborateurs et moi-même, en fonction de nos différents secteurs, nous serons là, bien entendu, pour vous accompagner et répondre à des questions qui viendront par la suite. Et pour vous exposer, voilà, tous les avantages de cette évolution donc, de la B10 et des outils qui y sont associés, donc comme Sage Data Clean and Control. ACS étant déjà un outil accessible par le passé, qui n'est pas forcément lié à la B10, mais qui évolue en attendant quand même avec des nouvelles fonctionnalités propres à ces changements. Je vous propose d'en rester là, sauf s'il y a une dernière question. Bon, ça a l'air d'être bon. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cet événement. On espère que ça a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à revenir vers nous aussi, toutes questions complémentaires. On sera là pour vous y répondre. Merci. Bonne fin de journée. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.